Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business passion en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, une ère de nouveaux riches, mais pas la richesse auquel vous pensez. Une richesse intérieure où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où vivre, où, quand et comment travailler, et surtout comment impacter le monde autour de nous. Moi, c'est Chloé, et je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes, seule avec mes pensées ou accompagnée de ceux qui ont osé sauter le pas vers la vie de leurs rêves. Dans cet épisode, on s'envole à Lisbonne au Portugal pour rencontrer un mec génial et inspirant, un coach business hors du commun, Aurélien de Nunzio. Aurélien est un entrepreneur qui nous vient du monde des startups et il a créé une boîte il y a 10 ans qui avait pour but de simplifier les permis de construire et grâce à laquelle il a vécu des années magnifiques, mais aussi des années plus difficiles. Aurélien s'est reconverti depuis dans le coaching pour capitaliser sur son expérience et aider à son tour les entrepreneurs ambitieux qui souhaitent lancer une boîte. Pourquoi cette reconversion? Comment a-t-il fait pour faire cette transition? Et quels sont ses conseils pour ceux qui aspirent à la liberté de travailler de où ils veulent dans le monde? Restez avec moi pour découvrir son histoire incroyable. Bonjour Aurélien, hello. Salut, salut. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast Les Nouveaux Libres. Avec plaisir. Ici, on essaye vraiment de démocratiser les business passions en France. C'est un petit peu mon objectif. C'est de tordre un peu le cou aux préjugés qu'on a sur l'entrepreneuriat qui est souvent du hustle ou du start-up, de monter des grosses boîtes avec beaucoup de salariés, de devenir milliardaire. Et en fait, j'ai vraiment envie de montrer qu'il y a une autre voie possible, une voie qui est beaucoup plus chill et où la liberté a vraiment sa place. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Aurélien, j'ai 31 ans, j'habite à Lisbonne depuis presque 3 mois. Mais sinon, je suis originaire de la charmante petite bourgade de Lille, dans le nord de la France. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. J'ai lancé ma première start-up pendant mes études en 2014, qui s'appelle Algar, et que j'ai développée pendant presque 10 ans, jusqu'à fin 2023. Donc j'ai été d'abord étudiant entrepreneur, et avant ça, bon, j'ai eu une autre vie. J'étais peintre en bâtiment. J'ai repris mes études et j'ai lancé ma boîte pendant mes études. Puis ensuite, je suis passé à 100% dedans en 2017 jusqu'à fin 2023 du coup. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça a été une aventure incroyable qui a complètement changé ma vie. Et depuis début d'année, je suis redevenu indépendant, ou solopreneur, maintenant comme on dit. Et j'ai lancé une activité qui s'appelle ADN Coaching et qui, en fait, a pour but de coacher les primo-entrepreneurs dans la création de leur boîte, de leur apprendre la bonne méthodologie pour entreprendre et pour sortir n'importe quelle idée qu'ils ont dans la tête, dans le concret, dans le réel, et en faire une boîte. Donc voilà ce que je fais depuis le mois de mars maintenant. Ok, donc trop cool. Donc ça fait, ouais, déjà, ça fait presque un an, quoi. Ouais, ouais, ça fait déjà quelques mois, ça passe vite. Ok. Et qu'est-ce qui t'a initialement motivé à lancer ta boîte il y a 10 ans, Bah, Algar? quand je me suis lancé, j'avais j'avais dans un coin de ma tête à un moment de vouloir entreprendre, tu vois, quelque chose, mais je savais pas trop quoi, mais j'avais toujours des idées. Et en fait, donc là, ça faisait à peine un an que j'avais repris mes études après mon parcours vraiment dans le BTP. Ok. Et j'ai eu envie de me lancer. Alors, j'ai toujours du mal à définir à ce moment-là dans quel état d'esprit j'étais. Mais ce que je peux dire, c'est que quand j'étais étudiant, j'étais un peu stressé déjà sur l'argent. J'avais fait un prêt étudiant pour financer mes études et j'avais un job étudiant à côté, genre livreur de sushi, pizza, Ok. enfin j'ai fait quelques trucs. Ils m'ont pas gardé, mais j'ai fait quelques trucs. Et en fait, je pense que c'est une combinaison entre je voulais gagner de l'argent à ce moment-là, parce que je voulais pas trop taper dans mon prêt étudiant, j'étais un peu stressé par rapport à ça, et j'avais envie d'entreprendre, quoi. Et en fait, un Ouais. jour, j'ai un de mes profs de construction qui m'a parlé du sujet des permis de construire, parce que c'était dans mon programme de cours, je faisais un BTS dans ce domaine.
et qui m'a dit tous les ans j'ai des étudiants qui font des permis de construire au black et ils font de l'argent quoi. Ils Hmm. facturent en freelance. Et donc là, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis mis dans un tunnel en une semaine de temps. Je me suis formé, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. J'ai commencé à créer un site internet vitrine. J'ai appris à faire de la pub sur Google. Je me souviens, j'avais acheté un livre aussi sur comment faire parler de sa boîte. Donc un mois après le lancement, j'avais réussi à avoir un article dans les Échos. Ah ouais. Et je jouais à l'entrepreneur, tu vois. Et je faisais ça au début avec un mec de ma classe qui m'aidait vraiment à faire la production des plans, etc. Et moi, ce que je kiffais, c'était le business, c'était trouver des clients, Ouais. faire signer un devis, apprendre à le vendre. Euh, le premier devis que j'ai signé à 1 500 euros, je me suis dit, putain, c'est fou, tu vois, je suis étudiant, je suis dans mon studio, je venais d'acheter un MacBook en paiement 12 fois, tu vois. J'étais en mode, ça y est, et j'avais mon petit coin bureau dans mon studio étudiant avec mon truc. Je faisais déjà du contenu, je publiais. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est venu naturellement. Genre, je commençais, il y avait LinkedIn, mais c'était Mhm. plus Facebook. Je faisais des posts Facebook sur mon profil perso. Et voilà, on vient de lancer l'agence. Permettez-moi de construire. Gna 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 gna. L'agence, tu vois, le mec qui était Ouais, tout seul, ouais, ouais. Trop mais ça bien. me faisait rire. Et du coup, ça m'a piqué comme un virus, tu vois. Et après, j'ai Hmm. kiffé ça au point où, un peu plus tard, à la fin de mon BTS, après, j'ai quand même continué mes études en école de commerce, et c'est une Ok, longue ouais. histoire, mais j'ai voulu continuer sur le projet à fond, quoi. Ouais, mais t'avais la fibre commerciale au final. Bah, ouais, je pense. Commercial, marketing et surtout l'envie, tu vois. Moi, c'était là, je, c'était un jeu. Tu vois, j'allais faire la télé régionale, par exemple. Il y a une télé lilloise qui s'appelait Grande Lille Télé, qui maintenant est BFM Lille. Et j'allais à l'antenne présenter mon truc, et gna gna gna. Alors pour l'instant, j'avais 3 clients, tu vois, mais c'était trop bien. J'étais là en mode, putain, j'ai créé un business, tu vois, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Trop bien, trop bien. La Ça, c'est sensation de, putain, il y a quelqu'un qui a payé un étudiant qui sort de nulle part pour son permis de construire, qui m'a filé 1500 euros pour le faire, alors que je gagnais, je sais pas, peut-être 500 euros par mois avec ce truc de livreur de sushi, tu vois. J'ai dit, ah, putain, c'est magique. ouais, Et ça moi, t'a. venant du BTP, où les seules fois où j'ai gagné de l'argent avant, c'est parce que j'étais sur des chantiers, à faire des chantiers, à travailler dur et tout, pour 1300 euros par mois. Là, une fois, on me payait un salaire de ce que je gagnais Ouais. avant, sans me salir les mains, entre guillemets. Hmm. Tu vois, sans être dans des conditions difficiles, j'étais sur mon ordinateur dans mon studio. Ouais, donc ça Donc, t'a changé ton je pense que ça m'a mindset direct. débloqué, ouais. Ouais, ça t'a Ça m'a débloqué le débloqué truc. un truc, Ouais, ouais. c'est Non, mais sûr. trop, trop bien. Bah ouais, ouais, quand on passe, de toute façon, c'est des levels un peu, hein. Quand tu passes des levels, tu te dis, mais oui, of course. Ça paraît évident, Ouais. tu vois. Alors que derrière, t'as passé des années à comprendre des trucs. Ouais, 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 non, mais trop intéressant. Et du coup, ouais, donc permis de construire, c'était quoi en fait un peu le sujet de ta boîte? Alors, le sujet, c'est que en France, pour obtenir un permis de construire, pour faire des travaux, soit de construction, soit de rénovation, donc ça s'appelle une autorisation d'urbanisme. Ça Ok. peut être un permis de construire, une déclaration préalable de travaux, il y a plusieurs types. Le parcours pour l'obtenir, c'est un enfer. La réglementation d'urbanisme dans le pays, elle est extrêmement contraignante. Il faut faire des dossiers, créer des plans, remplir les bons CERFA, aller négocier avec Germaine à la mairie. C'est l'enfer. Et donc, moi, au début, ça a commencé comme une prestation de service. J'étais en freelance, les gens me confiaient leurs trucs, j'allais chez eux, parce que je faisais ça Hmm. localement sur l'île. J'allais prendre leurs mesures, et puis je faisais leur permis de construire sur AutoCAD, j'allais voir un imprimeur à Lille, je faisais imprimer le dossier, je leur donnais le dossier, ils allaient à la mairie, et c'était terminé Hmm. pour moi. Et Ok. au fur et à mesure que la boîte s'est développée, après je me suis associé avec Maxime, mon cousin, où là vraiment on a monté la société, ça s'est transformé en un service en ligne digital avec une plateforme, un dashboard, et ensuite à l'échelle nationale. Mais au début, c'est parti de je suis freelance, je suis dessinateur projeteur Hmm. indépendant et je t'aide à faire ton permis, comme il existe plein de gens qui font ça. Et moi, petit à petit, j'ai transformé ça en un service plus digital et disponible à l'échelle nationale. Ah ouais, toi, tu l'as productisé en fait, t'as productisé un service. Exactement. Ouais, Hmm. productiser, streamliner, tu vois, le process est tellement difficile qu'en fait, nous,
On a mis en place plein de systèmes, plein d'automatisation. On était capable de déposer en quelques semaines un dossier de permis de construire pour n'importe quel type de projet et à distance Ok. dans une des 36 000 mairies de France. Ah ouais, gros Mm. truc, quoi. Ouais, c'était une grosse machine. À la fin, c'était une grosse machine. Ok. Et ben du coup, comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu as arrêté cette boîte Alors, du coup? si tu veux, pendant plusieurs années, donc on était vraiment dans le game startup. On a fait plusieurs levées Ouais. de fonds. Startup On Nation. avait 6 millions. Ouais. Anto, on avait 6 millions d'euros. On était à 30 salariés en France, 50 à l'étranger, des équipes sous-traitantes. Euh, on était vraiment en train de chercher le bon modèle économique pour rentabiliser notre boîte. On est monté à 1,5 million de chiffre d'affaires. On n'était pas encore profitable, mais pas très loin à la fin. Et on a, en 2023, si tu veux, mon associé et moi, je pense que ça faisait déjà 2, 3 ans de trop qu'on Ok. développait le truc. On était fatigués. On était clairement, moi en tout cas, j'étais clairement en burn-out à la fin. J'en pouvais plus. Je commençais à avoir l'impression de perdre mon temps avec cette boîte parce que Hmm. je connaissais les limites de cette boîte et je me disais bon, en fait, c'est pas cette boîte-là qui va devenir une licorne, c'est pas cette boîte-là qui va te rendre riche. Faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, je pense que là, quelques mois après, tu vois, maintenant, je peux faire la rétrospective, mais je cherchais un moyen de sortie. Et fin Hmm. 2022, avec Maxime, on s'est dit, OK, 2023, ça sera notre dernière année. Il faut qu'on fasse quelque Ouais. chose. Donc, début 2023, on a convoqué le board et on leur a dit, on veut vendre la startup à un grand groupe. Ok. Déjà parce qu'on pense que c'est le bon moment, parce que ça va nous accélérer. Et en fait, maintenant, tout est bien structuré. Et aussi, puisque non, nous, sans vraiment le dire, mais au fond, nous, on voulait une porte de sortie parce qu'on en avait marre. Et donc, ils nous ont dit, Ouais. OK, on a lancé un mandat avec une banque d'affaires. Mais en fait, bon, quand tu lances un mandat comme ça pour vendre ta startup, à moins que tu sois très rentable, très désirable, avec une technologie particulière, c'est difficile de te vendre. Généralement, tu te fais plutôt acheter. Tu vois, t'as plutôt quelqu'un qui vient te dire, OK, je veux vous acheter. Ouais. Là, nous, on était approchés régulièrement par des boîtes. Et donc, je me suis laissé dire que, OK, même si c'était pas la meilleure posture d'être vendeur, j'avais parlé à beaucoup de grands groupes qui nous tournaient autour et qui avaient un intérêt pour nous. Donc, c'était le bon moment. Et en fait, on a lancé le process. Ça a duré 8 mois. J'ai dû Ok. rencontrer 50 boîtes. Ah ouais. C'était éprouvant, encore plus qu'une levée de fonds. Et à la fin, il nous restait 2, 3 boîtes sur la ligne d'arrivée, dont une énorme que je peux pas citer, mais qui fait des milliards et qui voulait nous racheter. J'ai eu Ok. peut-être 5, 6 rendez-vous avec eux. Et le dernier rendez-vous que j'ai eu avec eux, c'est le rendez-vous à la Défense, en haut d'une tour avec le DG Europe, Ok. qui au bout d'une heure m'a dit OK, ben on revient vers vous. Et en fait, 2 jours après, ils m'ont dit bah finalement non, on fera pas d'offre. Ok. Essentiellement parce que la boîte, on avait levé des fonds, mais surtout la boîte, elle avait des dettes. Donc on a Hmm. levé 4 millions et quelques en capital, donc capital que tu dois pas rembourser parce qu'on a vendu des parts pour ça. Mais on a levé aussi de la dette auprès de banques, et donc Hmm. cette dette, fallait la rembourser tous les mois, ça faisait une grosse somme. Et comme on faisait 1,5 million et qu'on était presque à l'équilibre, mais on allait encore Ouais. perdre de l'argent pendant quelques temps, enfin, on serait devenu rentable en fait si on avait été intégré en regroupant des coûts, en coupant des choses et en intégrant la boîte dans une autre structure. Il y a plein de charges fixes qu'on aurait neutralisées, mais il y Ouais. restait le poids des dettes. Et donc, Ok, ils se ouais. voyaient pas faire une offre pour racheter une boîte qui fait 1,5 million avec 3 millions de dettes, plusieurs millions. Et clairement, quand tu Hmm. fais une start-up, pour que tu puisses gagner de l'argent en tant que fondateur et que tes investisseurs puissent gagner de l'argent aussi. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, parce que c'est d'abord eux qui gagnent de l'argent. Il faut vendre un certain montant. En tout cas, Ok, ouais. si possible, pas en dessous de la dernière valorisation. Et nous, à ce moment-là, la boîte, elle était valorisée 8 millions sur la dernière levée. Et c'était C'est inconcevable pour eux de énorme. nous racheter ce montant-là. Hmm. Autant tu peux te faire Ouais, racheter ouais. ce montant-là quand tu fais 1,5 million, si c'était sur un business, tu vois, qui est rentable ou qui est avec une forte technologie, une forte barrière à l'entrée. Mais nous, c'était pas le cas. On n'était pas rentable. On avait plutôt une innovation d'usage, même s'il y avait pas mal de tech, mais on n'avait pas une technologie spécifique. C'était plutôt un Ouais. savoir-faire. Et donc, ils y sont pas allés. Et à partir de ce moment-là, euh, on avait plus de pistes. Toutes nos cartes étaient tombées. On a convoqué les investisseurs. On leur a dit, écoutez, nous, on est crevés. On vient de sortir de 8 mois de process à essayer de vendre la boîte. 8 mois à négocier avec les banques, parce qu'en attendant, Ouais, ouais, faire
une procédure avec le tribunal pour geler les dettes en attendant. Ça se passait pas bien dans l'équipe, les gens savaient qu'on essayait de vendre, tout le monde était en panique. Enfin, on en avait Ouais. ras-le-bol. On leur a dit, il y a deux options. Soit vous financez la boîte, il faut se donner quelques mois de plus, euh, et voilà. Mais par contre, moi, je leur ai dit, il faudra mettre un autre CEO, parce que moi, je suis out. Moi, je peux plus. Soit on met la boîte au tribunal en redressement judiciaire, et on a une boîte qui est là, qui est prête à nous racheter à la barre. Et Ouais. donc, ils se sont pas battus pour la première solution, parce que je pense qu'ils savaient que si nous, on n'était plus dedans, en fait, Ça c'était faisait, difficile. ouais. Donc, on a mis la boîte en redressement. On a lancé un plan de cession des actifs avec une des boîtes avec qui on avait discuté, qui n'était pas prête à nous racheter, mais qui pouvait nous racheter au tribunal. Parce que quand tu rachètes des actifs au tribunal, tu rachètes pas les dettes de la boîte. Tu rachètes Ok. la techno, les contrats de Oui. travail, les contrats de fournisseurs. Tu liquides la boîte et tout ça, tu le mets dans une autre structure juridique. Ce qui fait qu'ils ont pu reprendre l'activité et la redémarrer sous leur entité juridique pour 3 fois rien. D'accord. Donc, on a eu plusieurs audiences au tribunal, ensuite le juge a accepté la cession. Et donc là, on a fait le transfert. Et donc, on a une partie. À la fin, on était 12 salariés plus 2 fondateurs. Il y a 9 salariés qui ont été repris sur 12. Ok, ouais, Les autres ont c'est été bien. licenciés et indemnisés. Et mon associé et moi, on a été repris en freelance par le repreneur, ce qui Ok, était plutôt cool parce que quand tu es dirigeant, bah, t'as aucun chômage, t'as aucune protection. c'est clair. Donc Ouais, moi, en ce moment-là, j'étais en PLS mentalement. Je venais de rendre mon appart, j'ai vendu tous mes affaires, j'étais allé vivre chez des potes parce qu'il fallait que Ah ouais, ok, ouais. Oh On là n'avait là. même pas le droit de se payer pendant le redressement judiciaire, donc on n'avait plus de rentrée d'argent. Enfin, c'était un peu chaud. Et donc, ils nous ont repris. Et moi, j'avais une mission de 6 mois Ok. à la transition. Euh, et finalement, je suis parti au bout de 2 mois parce que j'estimais que j'avais atteint le bout du bout. C'était plus ma boîte d'un coup, j'avais plus de part dedans. Euh, J'étais mentalement épuisé. J'en avais marre du sujet, de ce qu'on faisait. Et donc, je me suis dit, ok, c'est bon. Et je vais devenir un obstacle, tu vois, pour cette reprise, pour ce redémarrage. Les compétences que j'ai qui ont servi à développer la boîte, elles vont plus servir maintenant parce qu'il faut être dans un truc, voilà, il faut organiser, il faut structurer, t'es plus dans le truc Hmm. startup, faut pousser, faut défoncer toutes les portes. Donc je me suis dit, je me Ouais. casse. Le 28 février, je leur ai dit, j'arrête. Et je suis parti le lendemain. On a coupé ma boîte mail, j'ai tout arrêté. Je me suis mis d'accord avec mon associé avant en lui disant, est-ce que ça te va si je Ok. pars? Il m'a dit, bah oui, moi je continue, il n'y a pas de problème, mais je comprends que toi tu veux y partir. Et 1er mars, j'ai lancé ADN Coaching à fond. Enfin, je l'avais lancé un mois avant, mais je me suis mis à fond Ok. dans ADN Coaching. Ok, ouais. Donc, tu savais, en fait, déjà, t'étais plus là dans ta tête, t'avais déjà commencé ton autre activité un petit peu. Ouais, Ouais. Donc, ouais, c'est ça. c'était. J'étais, quand ils m'ont repris, le deal, c'est que je travaillais 3 jours par semaine pour eux. Ok. Donc, je m'étais dit, vas-y, je vais faire un peu de consulting à côté. Et en fait, au fur et à mesure, tu sais, j'ai lancé un peu le truc en mode consulting et après, je l'ai transformé vite en mode coaching et j'ai affiné ce que je voulais faire et tout avec les clients. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je pourrais vivre de ça à 100%, tu vois. Je sais que je vais y arriver, j'ai plus besoin de continuer à travailler pour eux, quoi. Ok. Ah ouais, ça a dû être. J'ose même pas imaginer à quel point ça a dû être éreintant les Ouais, c'était derniers dur. Mais moments. j'avais besoin qu'on me débranche, en fait. Mais vraiment, Ouais. j'étais en crise de nerfs. Tu sais, j'ai pris 40 kilos les dernières années. J'étais recouvert d'eczéma. J'étais hyper irritable les derniers mois. La moindre personne qui me parlait mal, je pouvais la démarrer. Euh, c'était, Ouais. Au bout c'était du pas rouleau. possible. Ah ouais, ouais, vraiment. Autant j'ai vécu les aventures les plus incroyables de ma vie, mais sur la fin, euh, C'était j'ai dur. testé ma capacité de résistance. Ouais. Vraiment, tous les matins, il y avait un nouveau truc qui venait me dire, bonjour, je suis le nouveau problème qui vient te faire chier, tu vois. Ouais, mais c'est C'était peut-être sans fin. c'est l'univers qui disait, mais mec, stop, là, c'est bon, tu sais, il te Bah, je disait, pense, hein. Je pense même mon corps me le disait, tu vois. ouais, J'étais donc, recouvert d'eczéma. J'étais chez le dermato toutes les 3 semaines, chez la chiropractrice toutes les semaines parce que j'avais le dos bloqué par le ah stress. ouais, non, mais, Et là, tu ouais, vois, ça va faire un an que j'ai arrêté. J'ai plus 1 centimètre carré d'eczéma, j'ai plus rien. J'ai ouais, reperdu déjà 15 kilos. Euh, Mon corps, comme quoi.
il revit, tu vois. Mais c'est un Mm, truc de fou, hein. mm. C'est un truc de fou. Ah, mais ça, Mais bon, je veux pas c'est... faire peur. C'est super Non, mais c'est une l'entrepreneuriat, belle. tu vois. Bah J'en oui, suis non, mais convaincu. c'est des belles aventures, hein. Je pense que bah, Ouais. c'est quoi ton plus beau souvenir pendant ces 10 années? Parce que c'est 10 années quand même de ta vie. Donc c'est quoi t'as eu des bons moments, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir? Moi, c'est tous les. Franchement, il y en a pas un, mais c'est tous les moments de victoire avec mon associé, tu vois. Le premier client, le premier 100 000 euros, la première levée de fonds closée, même si tu vois, tout le monde veut nous faire croire que les levées de fonds, machin, c'est de la triche. Mener une levée de fonds, c'est très difficile. Il y a très peu de boîtes qui arrivent. Moi, la première Mm. levée de fonds que j'ai closée, c'était 500 000 euros. J'étais encore étudiant et on a réussi à Ah les lever, tu vois. ouais, Et en fait, bah, ces moments-là, avec mon associé, on les a fêtés. c'est Bah clair. ouais, parce que pour moi, c'était incroyable de pouvoir faire ça. Encore une fois, 3 ans avant, j'étais peintre en bâtiment. Et là, il y avait des investisseurs qui nous confiaient 500 000 balles pour développer notre boîte, alors qu'on était deux étudiants avec leur petite start-up, tu vois. Ouais, c'est Donc tous dingue. ces moments-là de victoire, je dirais. Alors après, évidemment, on a appris aussi dans l'échec, on a eu des moments très difficiles. Alors avec mon associé, on est cousins, donc on avait un lien familial, on était déjà très proches. Ouais. Et heureusement, parce que moi, il y a plein de moments où, bah, tu vois, j'étais en pleurs, quoi. Et vraiment, il était là pour moi. Et, et s'il n'avait pas été là, j'aurais arrêté depuis longtemps, c'est sûr. Tous les Ok, moments ouais. d'échec, vraiment qui ont été durs, on a eu toutes les merdes du monde, tu vois. On a eu des fois où ça s'est très mal passé avec des salariés. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mais mes plus beaux moments, c'est forcément les victoires qu'on a eues dans le business, où tu te sens avancer, tu sens que, tu vois, quand tu commences à avoir des milliers de clients partout en France, euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai un des clients pour qui on a obtenu le permis de construire, qui m'a prêté sa maison sur Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Il Trop m'a dit, bah, bien. viens une semaine avec tes potes, viens te faire kiffer et tout. Et quelques années après, bah, là, en mai, il a vu qu'on avait liquidé la boîte, que ça avait été racheté et que c'était difficile. Il m'a renvoyé un message, il m'a dit, viens prendre la maison, viens Oh, te reposer génial, ici avec trop tes potes. cool. Et donc ça, tu te dis, putain, c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de Mm. fou. Ou alors, on recevait régulièrement des cadeaux. Gros. On a un gars qui nous a envoyé, il était apiculteur, il nous a envoyé 30 pots de miel, tu vois, pour tous les salariés. On en a un autre, un jour, il travaillait chez Red Bull, il nous a envoyé une palette de Red Bull. Les gens étaient Trop trop bien. sympas Mm. quand le taf était bien fait, parce que forcément, il y a eu des ratés aussi au début, mais les gens étaient tellement contents, on avait un impact sur leur vie, on obtenait leur permis de construire, et grâce à ça, ils allaient pouvoir faire Ils des avançaient, projets. ouais, ouais, C'est ouais, pas je... n'importe quoi. Et donc, ils avaient une reconnaissance. Ça fait partie vraiment des trucs où on se dit, putain, c'est un truc de fou ce qu'on a créé, c'est trop bien. C'était trop cool. Ouais, ben la reconnaissance, c'est important, hein. Mine de rien, on cherche beaucoup, tu sais, ça peut être du petit détail et tout, mais se sentir important ou voir qu'on a un peu d'impact ou un gros impact, Ouais, c'est trop cool, quoi. Mais d'ailleurs, carrément. ça change pas trop de là, ta nouvelle activité, du coup, c'est ça, hein, c'est avoir de l'impact sur la vie des gens, hein. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, en Et, fait. J'essaie de mettre à profit tout ce que j'ai appris et toutes les erreurs que j'ai faites pour éviter un maximum aux autres d'en faire. Bien sûr, ils ouais. vont en faire, mais en tout cas, il y a plein de trucs que tu peux éviter et Mm. que moi, j'ai pas pu éviter. Et donc, en fait, ça permet de gagner du temps, en fait. Ouais, ouais, t'as envie de quelque part, toute l'expérience que t'as eue, ben, la mettre à profit, pas C'est ça. avoir vécu tout ça avec rien, la mettre à profit, d'autres Ouais, personnes, voilà. ouais. Mm. C'est ça. Et ouais, donc du coup, Aurélienne, on profite de Lisbonne, de la mer, du soleil, de la liberté un petit peu. Et qu'est-ce qui Ouais. t'a un peu enfin voilà, qu'est-ce qui t'a appelé vers le coaching? Comment ça s'est passé en fait cette transition CEO d'une start-up qui fait des millions à coach business quoi? En fait, sur la fin de la boîte, quand j'ai compris que après la reprise, j'allais pas vraiment rester longtemps. En fait, je Ouais. l'ai compris avant la reprise, quand on était en train d'être repris, qu'on passait au tribunal et tout. Il y avait le deal, il y avait la proposition de me reprendre en freelance. Je savais très bien que j'essayais de pas écouter la voix dans ma tête parce que le focus c'était que le deal se fasse pour que la boîte soit reprise.
mais je savais que j'allais pas rester très longtemps. Et Hmm. donc, je savais que j'allais devoir regagner de l'argent rapidement parce que j'avais pas d'économie et, euh, et voilà, il fallait que je travaille et surtout pas de protection, pas d'indemnité chômage, licenciement ou autre, comme t'as dit. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Euh, pour moi, le seul truc que j'envisageais, c'était d'être à nouveau indépendant. Je m'étais dit, est-ce que je reprends un taf, tu vois, je pourrais être directeur commercial, je pourrais faire, enfin, Hmm. plusieurs postes différents, mais en fait, j'avais pas envie. Je pense que déjà, je suis devenu inemployable. Clairement, en 10 ans, j'ai, j'ai- j'étais le maître de mes De ta vie. décisions, Ouais. quasiment sur tout, même si on avait un board et tout, mais c'est moi qui décidais quasiment tout. Aujourd'hui, me plier à des règles et tout, je le ferai que si je sens que je rejoins quelqu'un pour son projet, que je peux être stratégique et que j'ai une confiance totale et une grosse liberté. Ça, oui. Mais là, Ouais. je me dis, bah, en fait, non, je peux pas reprendre un job. Donc, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour allier mes envies du moment, qui était redevenir, tu vois, plus libre entre guillemets, dans le sens où, voilà, plus avoir de salariés, plus avoir d'investisseurs, vraiment un truc où je suis tout seul, moi, Pas de les compte à clients. rendre, quoi. Enfin, moins. Voilà, pas de compte à rendre et pouvoir facturer rapidement pour pouvoir vivre. Et donc, je me suis dit, bah, le meilleur truc, c'est de lancer du coaching. Il y a plein de gens qui sont coachs, et je dénigre pas parce que t'en as qui sont très très bons coachs, même sans avoir créé de business. Mais moi, je me suis dit, bah, pendant 10 ans, j'ai fait une startup, j'ai appris plein de trucs, je peux réussir à créer une activité de coaching qui fonctionne. Et donc, je me suis mis à 100% là-dedans. Et en fait, rapidement, je me suis dit, bah, c'est parfait. Ça me permet de travailler quand je veux, où je veux, de bien gagner ma vie, de mettre à profit toutes les compétences que j'ai développées, parce que j'ai appris la vente, le marketing, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'avais déjà une petite audience aussi sur Internet. Et du coup, ça cochait toutes les cases. Ouais. Mais tu sais que la différence, j'ai appris ça récemment, la différence entre justement le coaching et le mentorat, c'est que un coach n'a pas forcément besoin Hmm. de vivre ce que vit son coaché. Le Ouais, mentorat, c'est quelqu'un qui a déjà fait cette expérience. bien Donc, au sûr. final, toi, tu es quelque part un Moi, c'est mentor. un mix. Tu es un Ouais, mentor un peu pour... moi, c'est un mix entre coaching où je te pousse à te poser les bonnes questions et à trouver tes réponses. Mhm, Mentorat, où je te transmets mon expérience, c'est ce que moi ça. j'ai fait, je te dis comment le faire. Et parfois même consulting, parce que c'est pas impossible que parfois, avec certains coachés, je vais les aider à faire un Mhm, post LinkedIn, à créer un truc. Et du coup, c'est un mix des trois, mais ouais. pour des raisons évidentes de communication et de marketing, j'ai appelé ça ADN coaching, Mhm. parce qu'en fait, c'est plus simple. Alors, de temps en temps, j'ai des coachs certifiés ISO, mes couilles, je sais pas quoi, qui viennent m'emmerder. Vous n'êtes pas coach, vous n'êtes pas coach. Oui, ok, mais dans la langue courante, coaching, on comprend ce que ça veut dire. Du coup, C'est ça ça. englobe tout ça. Ouais, ouais, je vois. Ok, ok. Et ouais, donc en fait, tu connais un peu ce que ça veut dire un lifestyle? Pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis un peu là-dedans. Enfin, c'est ma vision aujourd'hui. Ok. C'est que aujourd'hui, je fais ce business de coaching et je le vois comme un business lifestyle dans le sens où je cherche pas à scaler à mort. Je cherche à facturer un certain montant par mois pour bien vivre, mais sans trop me prendre la tête. Et pour moi, c'est un business au service de ma vie et de tout ça. Parce que je Hmm. sais qu'à un moment, je vais vouloir recréer une boîte Ok. ambitieuse. Hmm. Je je sais pas quand, je me donne encore au moins un an à fond sur le coaching, parce que je veux vraiment réussir à faire ça. Et après, je sais que je vais vouloir repartir sur quelque chose d'ambitieux, mais en attendant, je vois Chill. mon business de coaching comme un business lifestyle. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que je ferai toute ma vie. Si demain je refais une boîte, j'en sais rien, et que j'atteins 10 millions de chiffre d'affaires, bah, quand cette boîte s'arrêtera, ou je l'aurai vendue ou autre, je referai du coaching pendant une période Hmm. sur un autre niveau, tu vois. Ouais, Là, je je fais vois. du coaching pour les gens qui démarrent de zéro jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires, ce que moi j'ai atteint. Et après, je pourrais en faire d'autres. Et du coup, je trouve que c'est un peu l'assurance chômage de l'entrepreneur.
C'est ça. Des vacances, Tu c'est vois? les vacances, des sortes, enfin, vacances, c'est un Ouais, peu une liberté entre deux ouais, moments c'est un peu ça. plus durs. Exactement. Et en fait, tu vois, c'est pas simple le coaching. Là, moi, c'est ma première année. Bon, je m'en sors très bien et tout parce que bah, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi, donc j'ai atteint des niveaux déjà que tu atteins difficilement quand tu pars de zéro. Ouais, Mais ça reste compliqué. Le coaching, c'est une industrie à part entière avec ses codes, son acquisition, etc. Mais par rapport au niveau d'emmerde que j'ai géré avec ma startup, et surtout sur ouais. la fin, oui, parfois j'ai l'impression d'être en vacances parce que mon seul stress parfois c'est de ne pas trouver assez de clients pour atteindre mes objectifs, mais je les limite mes objectifs, tu vois. Je me dis pas, ah putain, faut que je fasse 100 000 par mois. Non. Du coup, c'est le seul stress que je peux avoir. Le delivery, l'exécution, j'ai aucune difficulté, aucun stress parce que ça se passe très bien. J'aime tous mes coachés, jamais eu de problème. Euh, et après, ouais, j'ai pas d'investisseurs, j'ai pas de salariés, j'ai pas de système complexe, j'ai pas de dette, j'ai pas de banque, j'ai pas de tout ça. Donc forcément, mais bon, c'est normal, hein. Gros projet, grosse ambition, grosse responsabilité, grosse Ouais, emmerde. ça va ensemble, hein. C'est Mm. ouais, c'est haut risque, haut gain potentiel et bas risque, bas gain potentiel. Même si dans le coaching, dans un modèle de lifestyle business, tu peux très très bien gagner ta vie. Mm. C'est pas Ben, tu c'est pas peux, le potentiel d'une startup où tu peux peut-être gagner des millions. Là, tu peux ouais. faire des millions avec un business de coaching si tu le scales, mais forcément, tu n'es plus tout seul. Au Mm. bout d'un moment, tu dois monter un système, des équipes et tout. Mais moi, j'ai pas forcément envie, pour l'instant, de scaler ce modèle de coaching. Oui, oui, parce que dans ce cas-là, ça part, tu productises en fait. Tu fais moins de one-on-one, tu productises, tu fais plus du groupe. D'ailleurs, toi, Ouais, tu commences à passer plus en groupe petit à petit, là, c'est ça? ouais, j'ai commencé en faisant des sessions one-to-one toutes les semaines avec mes coachés depuis le mois de mars. Et en fait, bah, comme d'habitude, hein, en fait, c'est en faisant que j'ai appris et que j'ai eu les réponses. Euh, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, 1 heure par semaine, parfois c'était trop. Tu vois, Mhm. j'accompagne des gens vraiment qui démarrent de zéro, donc parfois 1 heure par semaine, ils ont l'impression de pas avoir assez exécuté, et donc on se retrouve vite après 20 minutes ou 30 minutes à plus avoir à se dire grand-chose, Ouais. alors que si on avait juste échangé deux trois WhatsApp, ça aurait pu faire l'affaire. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, en fait, moi, je suis persuadé que quand tu montes une boîte, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir parler à tes pairs, Ouais. PAIR, et en fait, pouvoir être confronté avec des gens qui développent des boîtes qui ont rien à voir avec la tienne, mais qui sont au même stade de développement que toi, ça aide beaucoup. Et donc, j'ai Mhm. rajouté ces office hours, ces sessions collectives où toutes les semaines, tous les jeudis soirs, on se connecte à 7, 8 personnes et chacun raconte sa semaine, ses problématiques, ses questions. J'y réponds en live et ça profite à tout le groupe. Et Mhm. ensuite, tout le monde peut participer, se donner des insights et tout. Et j'ai réduit un petit peu les sessions one-to-one. Maintenant, c'est tous les 15 jours, 45 minutes. Euh, et quand il y a un truc à traiter, bah, la personne a une ligne WhatsApp avec moi Ouais. 7 jours sur 7. Elle n'a pas besoin d'attendre 2 semaines pour pouvoir me demander quelque chose. Mais du coup, je trouve que c'est beaucoup plus équilibré et vertueux comme ça. Ok, ok, ouais. Mais c'est pas, enfin, le coaching, c'est quand même, donc, aider les autres, euh, c'est qu'il y a quand même c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce Mm. côté sociable. T'as Ouais, toujours bien aimé sûr. aider? Moi, Wow. j'aime bien pousser les gens à faire. Hmm. J'aime bien l'idée que, bah, tu vois, encore une fois, il y a 10 ans, j'étais peintre en bâtiment. Mes parents n'ont pas fait d'études. Je me suis poussé tout seul, Ouais, ouais, ouais. démissionner, à reprendre mes études, à faire un prêt étudiant. Euh, et du coup, je ne vais pas dire que je suis parti de zéro parce que j'étais pas non plus précaire, tu vois. J'étais dans une famille normale. Mais en fait, tout ce que j'ai fait là en 10 ans, je me dis, bah en fait, je partais quand même de loin, tu vois. Et je suis persuadé que n'importe qui peut réussir. Ça veut pas dire que n'importe qui, enfin que tout le monde va réussir à Hmm. faire des trucs. Mais en tout cas, n'importe qui peut tenter sa chance, se pousser. Et du coup, j'aime bien pousser les gens à croire en eux, à se bouger, à arrêter de se trouver des excuses et à leur dire, bah regarde, moi j'ai réussi à faire ça. Bon, je suis pas devenu milliardaire, tu vois, je suis pas Bill Gates, mais j'ai quand même réussi des trucs. Et du coup, toi aussi, tu peux, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'est clair.
Bah, de toute façon, pousser les gens à sortir de leur zone de confort, c'est un petit peu ça, hein, le coaching, à leur mettre un miroir et leur dire, ben non, mais si je peux, tu peux, il n'y a rien de Ouais, différent entre deux personnes, juste le passage à l'action, les croyances, l'état d'esprit, c'est mais voilà, ça. si on peut. Et ça, c'est souvent dans le coaching, c'est un truc que j'aime faire, c'est justement cet effet miroir. C'est Hum, parfois quelqu'un est bloqué avec un sujet, je vais lui poser des questions pour qu'il verbalise et que il arrive à sa réponse. C'est pas forcément moi qui vais lui dire tu dois faire comme ci ou comme ça. ouais, Ça peut arriver, si je suis sûr. Mais souvent, je vais le questionner pour qu'il se dise ah oui, tiens, et on va arriver ensemble à la solution. Et ça, hum, quand tu entreprends, tu peux vite rester bloqué avec tes trucs. T'as personne à qui en parler, parce que tu peux en parler à tes potes entrepreneurs, mais tu vois, ils ont quand même autre chose à foutre. Ils ont leur boîte aussi. Tu peux en parler à tes amis, mais ils comprennent pas vraiment ce que tu fais. Tu peux en parler à tes parents, mais c'est pareil, hein, ils vivent pas ce que tu fais. Donc, ouais, avoir un coach business externe comme ça te permet en fait, d'avoir quelqu'un qui tout lâcher et qui comprend ce que tu as vécu. Et ouais. notamment par le fait que moi je l'ai fait, en fait, quand quelqu'un me décrit des situations, je dis ah ouais, attends, moi aussi j'ai vécu ça, voilà comment je l'ai géré quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est comme dans le sport au final. L'entrepreneuriat, c'est une sorte de sport, hein. Tous les Bien sportifs sûr, de haut niveau se font coacher, hein. C'est un exactement, petit peu ça. exactement. Et tu vois, c'est un truc que j'entends parfois. Tu peux avoir des gens qui ont la prétention de se dire j'ai pas besoin de me faire coacher. Ah, tu peux ne pas avoir envie, mais penser que t'as pas besoin. Mm. Si Michael Jordan il avait, il avait encore un coach à haut niveau, c'est qu'il y a une raison. Ouais, Donc toi, si tu penses que t'es le meilleur et que t'as besoin de personne pour te faire coacher, je suis pas sûr, tu vois. Peut-être que t'as pas envie, et c'est respectable. oui, Tout le monde n'a pas envie. En tout cas, le coaching, c'est un truc enfin, même les meilleurs se font coacher. c'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est très, les Moi-même, Américains, je me ils fais ont beaucoup. coacher. Ouais, bah oui, oui, non, mais tout le monde devrait. Alors, Mais je suis sûre que je dans coach 10 des gens, ans, mais j'ai un coach. ouais, mais je suis sûre que dans 10 coach, j'entends plein de Ouais. trucs là-dessus. Mais je suis sûre que dans 10 ans, ça sera aussi logique que d'aller voir un psy ou quoi. Mais les Américains, ils ont Ouais. déjà 10 ans d'avance et on le voit, hein, les entrepreneurs américains, ils se font coacher, ils coachent des gens, Ouais. même Bien les, sûr. même quelqu'un qui a monté une boîte, les CEO des grosses boîtes aux États-Unis, eux, ils coachent, ils font du consulting Bien beaucoup sûr. d'ailleurs. Alors après, faut avoir ce truc-là, faut être bon dans vraiment à coacher les gens. Mais en tout cas, ce qui est Ouais. magique dans ce modèle, c'est que si tu as une compétence, tu peux la mettre à profit et aider quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut être coach de quelqu'un. Toi, tu es bonne dans ça, tu peux m'aider là-dessus. Moi, je suis bon dans ça, je peux t'aider là-dessus. Là, C'est par ça. exemple, je coach un gars, bon, c'est un ami. Je le coach à lancer son activité et il me coach sur le sport, tu vois, parce qu'il est très sportif. Mhm. Ouais, Et ouais, donc, on a fait un deal comme ça entre nous parce que c'est un ami. Mais ça veut dire qu'en fait, dès que tu as une compétence, il y a forcément quelqu'un qui en qui a en a besoin. besoin. C'est Et t'as ça. pas besoin. J'ai vu une allégorie là-dessus qui m'a vraiment fait sourire, c'est que t'as pas besoin d'être Armstrong pour pouvoir apprendre à quelqu'un à faire du vélo. Non, mais c'est Tu clair. vois. Tu sais pas de faire du vélo, moi je sais faire du vélo, je suis à un niveau un peu plus au-dessus du tien, je peux te coacher. Mais j'ai pas besoin d'être Armstrong pour pouvoir t'apprendre à faire Mm. du vélo. Donc c'est bien de coacher des gens qui sont à un niveau un peu plus en dessous que toi. Et Ouais, pareil, ouais, quand tu te ouais. fais coacher ou mentorer, ça sert à rien de prendre quelqu'un. Tu Qui a vois, par 10 ans de exemple, si tu plus. démarres bah ouais, si tu démarres de zéro et que tu te fais coacher par un milliardaire, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Déjà, fais-toi coacher par quelqu'un qui a atteint le niveau 1, le 2, le 3, le 4 Ouais, ouais. et qui va t'expliquer les problématiques que tu rencontres quand tu vas atteindre ce niveau-là et pas le niveau 200. C'est clair. Mais c'est un peu comme voir la vie comme un jeu, hein. De toute façon, les personnes que tu coaches, c'est à 2 ou 3 temps de toi d'il y a 2 ou 3 ans, et tu te fais coacher Ouais, par des gens qui ont 3, 5 ans de plus en c'est termes ça, de niveau de compétence. Et c'est vrai que c'est c'est un peu ça. la démocratisation un peu de la formation. Au lieu d'avoir une Mhm. école et des formations centralisées, tu vas sur Internet. Moi, là, par exemple, j'ai pris une mini formation courte pour comment regarder les aspects en astrologie. C'est un truc, Ouais, 50 € parce que c'était une compétence vraiment que je voulais à ce moment-là. Et je suis allée voir une personne qui mhm. vendait que ça à ce moment. Bien sûr, C'était vraiment. bien sûr, c'est trop bien. Moi, j'ai acheté plein de formations, dont une qui a complètement changé la posture de ma boîte, c'était une formation d'Oussama.
Ok. qui avait fait une formation payante à l'époque sur le scale des boîtes de services. Je l'ai acheté, ça a complètement transformé ma boîte. Mais il y a un truc qui m'énerve aujourd'hui, moi, c'est C'était que pas coup d'État? euh, C'était pas quand il faisait coup si d'État? c'était coup Ouais, d'État, ouais, ouais. il y avait une version payante de coup d'État et c'est ça que Hmm. j'avais fait. Yes. Mais tu vois, aujourd'hui, bah, après, je sais pas si c'est un épiphénomène ou pas, mais j'ai l'impression qu'on veut faire passer les gens qui vendent des formations pour des gros blaireaux arnaqueurs. Et ça m'énerve parce qu'en fait, forcément, il y a des arnaqueurs, mais il y a aussi des plombiers qui arnaquent les gens. Et tu dis pas que tous les plombiers sont des arnaqueurs. Ouais. Et tu vois, moi, j'ai régulièrement des commentaires sur mes pubs et tout, mais forcément, ah, encore un vendeur de formation, ah, c'est un coach de je sais pas quoi. Alors déjà, je vends pas de formation, je vends du coaching. Donc déjà, les mecs n'ont pas fait l'effort de regarder. Et en plus, c'est quoi ton problème? C'est que t'as mis dans ta tête que formation égale arnaque. Hmm. C'est quoi cette manière de penser? Il y a plein de formations que j'ai achetées. Par exemple, je te donne le meilleur exemple. Un jour, j'ai acheté une formation qui coûtait 297 euros, je crois. C'était une formation d'emailing pour le Black Friday. Hmm. Yes. J'ai acheté ça à un gars qui est trop bon. J'ai littéralement copié-collé ces templates d'email. Et ce jour-là, c'était notre premier Black Friday avec Algar. À l'époque, on faisait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et ben, le jour du Black Friday, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires grâce à cette campagne de mailing qui m'a coûté 197 ou Ah ouais, 297 ouais, non, euros. mais c'est... Donc en fait, quand quelqu'un a une compétence et qui veut la monétiser, bah, il en fait un produit, il le vend. Et si toi, ça peut te servir, tu l'achètes. Et au pire, quoi, ça marche pas pour toi ou tu l'as pas bien fait, ça veut pas dire que c'est une arnaque. J'ai Hmm. l'impression que maintenant, les gens, ils qualifient d'arnaque tout ce qui, Ce qu'ils tout ce comprennent qui, pas, c'est le changement et tout ce qui l'apport. comprennent pas ou ce qui marche pas. Mais une arnaque, c'est Ouais, quoi? ouais, C'est que ouais. tu vends un truc et tu délivres pas. Tu vois, c'est ça une arnaque. Et Ouais. quand tu achètes une formation en ton âme et conscience, après, elle peut être bien ou pas, la formation. Tu vois. C'est pas le sujet, là. Au final, c'est même pas le C'est pas le sujet, ouais. sujet. C'est pas une arnaque. C'est pas parce que tu as trouvé un truc pas bien que c'est une arnaque, tu Ouais. vois. Mais c'est un Donc changement de ça, je trouve que c'est modèle. vraiment. C'est un changement de modèle et de paradigme que les gens, ben, comme tout dans, enfin, si tu regardes toutes les évolutions de société, à chaque fois, ben, ça fait, les gens ont peur du changement et dès qu'il y a un changement, ils préfèrent râler et se dire ah non c'est le diable que rester ouvert. C'est plus facile que d'essayer de comprendre. Mais bon, Ouais, ça c'est c'est clair, un gros c'est clair. sujet. Hein. Et du coup, on va parler un petit peu de, ben, du coup, de ton lifestyle et de Lisbonne. Ouais. Pourquoi Lisbonne déjà? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-bas? Alors en mars, du coup, quand je me suis lancé dans le coaching, jusqu'à juin, j'étais à Lille. Euh, j'ai passé quasiment 12 ans à Lille. Enfin, ma Mm. famille était à côté de Lille, mais vraiment moi en ville et tout, 12 ans. J'ai fait mes études là-bas. Euh, j'ai fait ma boîte là-bas. J'ai tout construit, mon réseau, etc. Mais j'ai jamais vécu à l'étranger. J'ai voyagé beaucoup, même pour Algar, mais jamais vraiment vécu. Et en fait, je commençais vraiment à regarder en juin. J'adore l'île et tout. Je suis vraiment très fier d'être lillois. Mais je me disais, ok, je connais tout ici. Je connais tout le Ouais, monde. Je connais tous les lieux. Euh, je me sens à l'étroit. C'est une grande ville, mais en fait pas si grande. Euh, et, euh, et j'en avais marre aussi de la météo. C'est des clichés, mais ben, c'est pas la même, c'est j'en sûr. avais marre. Avant, ça me pesait beaucoup moins parce que j'étais à fond dans la startup et tout. Maintenant que je suis plus Mm. dans un business lifestyle, T'as envie de si j'ai envie profiter, d'aller quoi. me faire un massage le mercredi après, j'y vais, tu vois. Donc s'il fait Oui. pas beau, ça me fait chier. Et donc, je me suis dit, en fait, je pense que c'est le bon moment pour me barrer. Et j'en ai discuté avec plusieurs potes, notamment Oussama, qui me disait, mais il faut que tu te casses, il faut que tu te casses. Qu'est-ce que tu restes à Lille, qu'est-ce que tu restes en France, faut que tu te barres, tu vois. Et j'ai une amie qui s'appelle Marie-Lou qui a emménagé à Lisbonne et qui m'a dit, bah moi je vais emménager à Lisbonne et tout. Et moi je commençais à réfléchir à Lisbonne parce que j'étais déjà allé 2 fois en 2017 pour le Web Summit et j'avais trouvé Trop ça bien. trop bien, le lifestyle, le climat, très international, ville très bien, des bons restos, la plage, enfin c'est hyper cool. Mais sans non plus que ce soit une station balnéaire, tu vois. C'est quand même une Ouais. ville. Moi j'ai besoin de ville, j'ai besoin de ça. Et donc je me Mm. suis dit, vas-y, c'est bon. Et en juillet, j'ai pris la décision et j'ai booké un co-living à Lisbonne et je me suis dit, je me barre depuis septembre. Donc je sais pas pour combien de temps. Pour l'instant, ça fait moins de 3 mois. J'adore. Je Ouais. pense que j'adore vivre à l'étranger en fait. Mm. J'adore la France, mais il y a plein de choses sur la France
qui me tendent un peu et j'ai besoin de prendre du recul aussi. Et donc là, tu vois, je vais retourner 2 semaines à Lille en décembre, voir mes potes et tout. Je suis hyper excité. J'ai envie de venir comme un touriste en France parce que Ouais, la ouais, ouais. France, c'est incroyable comme pays. Mais j'ai envie de voir aussi ce qui se passe ailleurs, me sentir français à l'étranger. Se sentir français à l'étranger, c'est hyper cool, bizarrement. T'es beaucoup plus patriote quand t'es à Ouais. l'étranger. Tu rencontres d'autres Français, t'es trop Et t'es content. trop Ah, salut, content, ouais. machin. Tu fais des petits Ouais, clusters de Français. Ouais, c'est ouais, non, ça. mais c'est Et clair. du coup, tu rencontres des Français qui sont déjà à l'étranger, donc qui sont dans un autre mindset Notre état aussi. d'esprit, ouais, ouais. Ouais. Et Mm. donc c'est ça que je kiffe bien. Et donc, et voilà. Et après, ma vie ici, j'adore. Tu vois, là, j'ai pris une salle de sport, super cool. Je suis dans un co-living assez sympa. Je me suis déjà fait plein de potes, que ce soit des Français ou des étrangers. Euh, et en fait, tu peux faire, enfin, il y a plein de trucs à faire à Lisbonne. C'est très riche. Trop bien. Mais j'adore, ouais, j'adore vraiment Lisbonne. J'y suis allée 2 fois et à chaque fois, 3 jours, c'était beaucoup trop court, quoi. J'étais là, je veux rester. Ouais, ouais. Mais Ouais, peut-être non, moi, c'est trop stylé. je pense que je viendrai y faire vivre quelques mois dans pas longtemps. Ouais. C'est vraiment pas mal, ouais. Et du coup, maintenant, comment tu arrives à concilier du coup business et bien-être? Eh ben, je bosse beaucoup moins qu'avant, hein, forcément. Je pense que je bosse pas mal, mais moins qu'avant. J'ai beaucoup Ok. moins de fatigue Mm. émotionnelle. J'ai remis le sport dans ma vie, tu vois. Là, j'essaie d'y aller 3 fois par semaine. J'avais complètement arrêté. Euh, et en fait, j'ai pas d'enjeu. Toi, je me dis, bah oui, j'ai envie de remonter une boîte et tout. Je commence à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Mais j'ai pas d'échéance, genre, comme quand tu as Mm. une startup, tu te Deadline, dis, ouais. OK, dans 3 mois, on n'a plus de cash, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse Ouais, ouais, ça, ouais. il y a telle échéance. Là, non, en fait, les échéances que j'ai, c'est quoi? C'est que faut que je signe des clients tous les mois pour pouvoir rentrer de l'argent et développer mon activité. Mais c'est tout. J'ai pas de, Mm. je T'as pas de focus charge sur moi. mentale, quoi. T'as pas une grosse charge mentale lunaire. Non, pas très grande. Pas très grande. Enfin, elle pourrait être grande pour certains qui seraient à ma place, mais par rapport à ce que j'ai eu avant, elle est Ouais, pas très grande, tu ouais, ouais, je vois. Ouais. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, le système nerveux, c'est le plus important, hein. Si tu commences à être freeze et à avoir un système nerveux qui est toujours angoissé et tout, ben, en fait, ton bien-être, vois. Tu il sais joue plus réfléchir, hein. et tu peux plus rien faire. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as du coup des petites routines tous les jours ou ça change en fonction des Euh, semaines? alors, je suis pas très discipliné comme gars, donc j'ai du mal à me lever avant 8 9 heures, euh, plutôt 9 heures. Euh, non, en routine, ouais, j'aime bien, à côté de chez moi, il y a un petit jardin avec un kiosque. Tu sais, ici, il y a des kiosques un peu partout. Ah, j'ai vu Tu en peux prendre un story. café. Ouais, j'ai vu en story, ça a l'air Donc, trop j'aime bien. bien aller là-bas, euh, prendre un peu le soleil. J'aime bien, en ce moment, j'aime bien me faire des smoothies le matin. Ça, c'est une petite routine. Après, qu'est-ce que je fais? Non, mais je suis pas très, tu vois, j'ai pas une grande routine, genre yoga et Ouais. tout, quoi. J'ai un tapis de yoga, mais il est toujours replié. Mais non, bah là, la routine que j'essaie d'instaurer, c'est vraiment le sport, la Hmm. musculation et un petit peu de Ouais. cardio. Là, j'essaie vraiment de me dire, c'est lundi, mercredi, samedi, il n'y a pas de négociation, quoi. Et après, non, franchement, j'ai pas de routine. Moi, j'aime bien l'imprévu aussi. Ouais, le côté Genre, spontané. proposer quelque chose à quelqu'un dans l'imprévu ou qu'on me propose quelque chose qui n'est pas prévu. Semaine dernière, ma pote qui est ici à Lisbonne, lundi matin, 9 heures, je suis devant mon ordi, je suis sur mon bureau, je commence à faire ce que je dois faire. Elle m'envoie un message, elle me dit, t'es chaud d'aller à la plage? Trop Je dis, attends, bien. on est lundi matin, tu vois. Et on y est allé, on a pris nos ordis, on a bossé un peu là-bas, on a déjeuné, on était Hmm. trop bien. Et après, on a tous les deux rebossé le soir parce qu'on avait des trucs à faire, mais on Ouais. pouvait se permettre de dire, OK, tu sais quoi, là, j'ai envie de faire ça, maintenant, je le fais, quoi. Hmm. Euh, et donc, tu vois, il y a 2 semaines, peut-être me taper sur les doigts là-dessus, mais euh, je me suis dit, il y avait une soirée d'Halloween où je voulais aller à Dubaï et chez mon pote, et je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je prends un billet. Et j'ai pris un billet pour le lendemain. Ah ouais, Et ouais, du ben coup, partir à je l'improviste. suis allé à Dubaï. Mm. Hmm. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais ça, c'est la liberté, c'est l'essence même de la Ah ouais. liberté, quoi. C'est, Ouais, tiens, j'ai envie de faire ça. C'est... Mais du coup, ce qui est cool, c'est que, en fait, on se rend compte petit à petit, je me rends compte petit à petit que responsabilité n'est pas forcément l'opposé de la liberté, tu vois. Tu peux être très bien très responsable et très libre ouais, aussi, quoi.
C'est ça qui est Puis intéressant. moi, j'ai organisé mon temps, tu vois, Mm. du lundi, tous mes coachings one-to-one et les office hours, je les mets le jeudi, vendredi. Et après, je reste joignable toute la semaine sur WhatsApp pour les coacher. Mais du lundi au mercredi, je peux faire des appels de découverte, de vente s'il faut, mais je fais pas de coaching. Donc, comme ça, Ok. j'ai 3 jours où je peux moduler mon temps. Si je veux bosser à la plage, machin, machin. Et 2 jours où je suis vraiment dans des bonnes conditions pour faire le coaching. Tu vois, Ouais. tu me verras pas, sauf exception, être sur mon téléphone en train de marcher dans la rue à l'heure de notre session de coaching. Non. J'aime bien être chez moi, à mon bureau, dans des Ouais. bonnes conditions, focus, et j'enchaîne tous mes calls de coaching et je suis dans la même énergie. Mais du lundi au mercredi, j'ai décidé que mon temps était modulable. Tu vois. Mm. Ouais, mais de toute façon, enfin, tu utilises beaucoup la création de contenu au final pour trouver des clients. Donc c'est quand même une Ouais, grosse partie c'est de ton ça. temps, j'imagine. Ouais, ouais. Créer du contenu, j'en crée pas encore assez. Là, je vais commencer des nouveaux formats, des vlogs. Mais ouais, en fait, c'est une grosse partie de mon temps. Donc même le temps où je chill, bah, en fait, il faut que Tu j'arrive fais à du en faire point. du contenu. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient sortir du métro boulot dodo, mais pas forcément devenir des gros entrepreneurs, salariés, enfin rester un peu plus libre. Ouais. Bah, déjà, je pense que c'est réussir à faire son introspection, à Hmm, savoir ce que tu as envie. T'as envie de quoi dans ta vie? Est-ce que tu as envie de prendre des gros risques, de bosser beaucoup, d'avoir une grosse ambition pour un gros reward potentiel, ou est-ce que non, ouais. tu veux juste bien vivre, pas être trop stressé, tu vois? Il faut savoir à quel jeu tu as envie de jouer parce que les Oh, règles, elles sont pas les c'est mêmes et les récompenses, elles sont pas les mêmes. Euh, Ensuite, c'est déjà se poser aussi la question de c'est quoi mes compétences, tu vois. Si tu veux te lancer en indépendant, que ce soit dans le coaching ou dans autre chose, c'est quoi tes compétences? Il y a plein de gens qui veulent se lancer pour des trucs où en fait pour pas ils ont aligner. aucune compétence. Alors, tu peux tout apprendre, c'est pas le problème, mais pour démarrer, pour te faciliter la vie, c'est quand même bien de mettre à profit une compétence que tu as. Et si t'en as pas, bah Hmm, d'abord le focus c'est d'en développer, tu vois. ouais. Forme-toi sur un truc. Moi, j'ai appris beaucoup tout seul sur Internet, regarder des vidéos. Et en fait, d'abord se former, développer des compétences, être bon dans un truc et après pouvoir les monétiser. Hmm. Et aussi, je dirais, se focus un peu sur la zone de génie. On a tous des facilités dans certains domaines. Ouais, Et du coup, c'est vraiment mettre le doigt dessus. Parce que si tu essayes d'apprendre quelque chose où dans tous les cas, même après 10 000 heures, tu seras moins bon que celui pour qui c'est facile, c'est un petit peu, j'ai bien sûr. l'impression, se tirer des balles dans le pied. Donc il faut aussi... Et un autre truc aussi, j'en parle tout le temps, mais le founder market fit, quoi. Ah En oui, fait, oui. on veut toujours faire des boîtes qui ressemblent à l'entrepreneur qu'on rêverait d'être et pas à l'entrepreneur qu'on est. Mais en Hmm, fait, même si tu peux tout apprendre, c'est pas un sujet de compétence, c'est un sujet que t'as une nature humaine. Et donc, si t'es plutôt comme ci ou comme ça, bah en fait, il y a des choses pour lesquelles tu vas être faite et d'autres tu vas pas être faite, tu vois. ouais, non mais c'est Il clair. faut, il faut s'interroger et réellement connaître, ok, c'est quoi la personne que je suis? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce type de business ou pas? Et si t'es pas la bonne personne pour ça, parce qu'en fait, c'est pas naturel, bah, fais autre chose. Mais il faut pas se forcer à vouloir faire une boîte, Hmm, qui n'a rien à voir avec la personne que t'es et inversement, tu vois. ouais. Par exemple, tu veux faire une boîte qui nécessite beaucoup, euh, tu vois, d'être très minutieux, d'être très rigoureux, etc., et que t'es quelqu'un de complètement bordélique, bah, Ouais. c'est nul. Fais un truc dans lequel être bordélique, c'est un avantage. Hmm, non mais ouais, ouais, c'est clair. Clair, c'est clair. C'est... ouais, en fait, c'est être honnête avec soi-même et c'est très dur. C'est vraiment Ouais, ça la base de tout quand tu veux te lancer à ton compte, quoi. Je pense qu'il y a vraiment bien euh, sûr, se connaître. Se connaître, c'est la base, ouais, je dirais. c'est clair. Et du coup, c'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu as des contenus que tu regardes, des podcasts, des livres? Qu'est-ce qui a un peu changé tes perspectives de vie, Alors, toi? je lis pas beaucoup. En fait, j'ai un problème, c'est que, enfin, je commence des livres et je les finis jamais. Euh,
Mais j'ai lu beaucoup de livres et tout, business, machin. J'essaie de commencer à lire d'autres trucs. Même si, bon, tu vois, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté le livre de Vas-y, Xavier hein. Niel Une sacrée envie de foutre le bordel, ok. et j'ai acheté le livre de Pierre Startup, Gobul, startup qui est un unlocked. manuel Ok, startup. C'est un gars qui a développé plusieurs startups qui est dans la Silicon Valley. ok, Euh, donc, tu vois, je résiste pas quand même à reprendre ce genre de truc. Après, j'écoute des podcasts. Mon podcast préféré, je leur fais la pub, c'est Silicon Carnet. C'est ok, une émission tech qui est présentée par Carlos Diaz, qui habite à San Francisco depuis 15 ans. Et ok, toutes ok. les semaines, il décrypte les grosses boîtes de la Silicon Valley, ce qu'ils font, ce qui se passe, l'impact sur la société et tout ça, j'adore. Après, je continue, même si maintenant c'est devenu mon ami, mais c'est lui qui m'a inspiré à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 10 ans. Je continue à regarder tous les contenus d'Oussama, Oussama Ouais, 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 Hamar, bah ouais. parce que je trouve que c'est une des seules personnes en francophonie qui arrive à exprimer clairement la vision à l'américaine de l'entrepreneuriat. Donc tout ce qu'il fait, je le regarde et je le regarde maintenant avec un œil, tu vois, où je suis intéressé par ce qu'il dit pour mon business, mais aussi parce que je le connais intimement et je sais maintenant son logiciel de pensée. Je trouve que ce qu'il dit Hmm. est très 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 pertinent. Non, mais grande fan Et aussi, hein. ensuite, Grande fan de ça, ouais, ouais. bah, il a inspiré beaucoup beaucoup de gens. Ouais. C'est clair. Et ensuite, qu'est-ce que je regarde d'autre? Euh, Bon, en fait, je consomme pas mal LinkedIn. Après, il y a des créateurs que j'aime bien suivre. Tu vois, Théo Lyon, que je suis beaucoup, qui est aussi un Hmm. pote. Euh, J'aime bien, ouais. En fait, j'aime bien suivre certains créateurs qui publient beaucoup. J'apprends aussi sur ce qu'ils publient. Par exemple, sur la vente, tu vois, j'aime bien, c'est un pote aussi, Alexis Mouly de Closers. Ok. J'aime bien Je suivre des mettrai mecs comme tout. ça De qui ont toute une façon, je expertise. mettrai tous les noms et tous les liens en dessous, ouais. Ouais, bah tu vois, par exemple, sur le marketing et le personal branding, Caroline Mignot, on en parlait l'autre fois. Ouais, ouais, J'aime ouais. bien suivre des créateurs qui ont des expertises particulières. Moi, je suis plus généraliste, donc j'ai envie d'être la personne que tu suis si tu veux créer ta boîte. Hmm. Mais eux, ils ont des expertises très précises, donc j'aime bien suivre ces gens. Hmm. Avec ton petit bureau de généraliste et le tableau De derrière, médecins, ça match super, c'est bon. c'est ça. Mais en vrai, c'est un peu, je trouve que c'est un peu un parallèle intéressant, hein. C'est un Ouais, médecin. Tu vois, c'est comme un coach, hein. Il va te demander où t'as mal. carrément. Tu vas lui dire, bah, j'ai mal au genou. Mais il va pas te donner un Doliprane automatiquement. Il va dire, ok, t'as mal au genou, c'est ton symptôme, je l'entends, mais je vais te faire un diagnostic. Et après, on va décider de ce qu'on fait, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est ça le coaching. Ouais, ouais. Et après, t'as les spécialistes, justement, et t'as les médecins généralistes, t'as les spécialistes, t'as les... Enfin, Ouais, voilà, donc c'est... c'est Ouais, ça. ouais, très belle analogie, ouais. J'aime C'est une beaucoup. full équipe médicale. C'est clair.